Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais avoir le plaisir de vous présenter le travail que nous pouvons faire et les questions que nous pouvons nous poser en tant que groupe d'édition. Hachette Livre est un grand groupe d'édition, le numéro 1 en France, mais pas seulement un groupe français, c'est un groupe international avec des filiales aux États-Unis, en Angleterre, ainsi qu'en Espagne. Et ce groupe d'édition possède en France 60 marques différentes. Et le lieu d'où je parle est le lieu en fait d'un support auprès de l'ensemble des équipes éditoriales pour les aider à travailler sur cette évolution, ce passage au numérique de leur production. Hachette Livre a aussi beaucoup commencé à faire des livres numériques. Donc la présentation que je vais faire ce matin va être extrêmement concrète. Elle va aller d'une façon encore plus concrète que les deux précédentes. Et elle va s'intéresser aux outils et au travail quotidien des équipes éditoriales en posant la question des compétences et de la formation. L'activité des éditeurs est bien sûr de produire des livres, et je vais parler des livres au sens de l'accessibilité numérique, donc je vais parler des livres numériques. Bien sûr, l'activité des éditeurs, c'est d'abord de recruter des auteurs et d'entretenir une relation étroite avec ces auteurs et leur permettre de produire des textes qui vont avoir du succès. Ces productions de textes demandent un certain travail. Ce travail, c'est ce qu'on appelle la préparation de copies, l'édition. Le travail, la compétence de l'éditeur, c'est de faire arriver un texte à un aboutissement pour être publié. Cet aboutissement, ce n'est pas seulement la préparation initiale du texte, c'est bien sûr aussi tout ce qui concerne la mise en page et les productions pratiques, concrètes de fichiers qui sont envoyés à un imprimeur. Et je vais parler des livres numériques, non pas des livres numériques de demain, qui seront sans doute pas possibles sur papier, mais des livres numériques comme la version numérique des livres que nous publions aujourd'hui. C'est déjà un premier objectif qui n'est pas si simple à atteindre. Il n'est pas aussi simple à atteindre aujourd'hui d'avoir une version numérique de tous nos livres papier. Il y a bien sûr le standard EPUB, que vous avez déjà entendu parler, qui a subi une évolution très importante avec l'EPUB version 3. Déjà, il y a plus d'un an et demi, c'était en octobre 2011, au foire de Francfort. L'EPUB 3, juste pour information, pour mémoire, est une version soutenue par le DAISY Consortium comme étant le digne successeur des fichiers DAISY. Donc l'EPUB 3 est une version adaptée des livres numériques. C'est très bien, nous avons donc cet objectif et nous avons ceci à notre disposition. Aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble des livres que nous fabriquons chez Hachette Livre, l'ensemble des livres numériques que nous publions ne sont pas en EPUB 3. Ce n'est pas par des difficultés techniques, c'est d'abord parce que ce standard n'est pas encore supporté par tous les acteurs. Donc, la qualité d'accessibilité des livres numériques que nous allons mettre à disposition sur le marché est construite, cette qualité dépend directement de ce qui est édité dès le départ, dès en amont, par les équipes éditoriales à partir des textes des auteurs. Et suivant la façon dont on va faire ce travail d'édition, on va avoir plus ou moins de facilité ensuite pour faire des livres accessibles. Bien sûr, les livres que nous fabriquons et mettons en vente sont accessibles le plus possible, même si ça reste encore aujourd'hui des EPUB 2. Malgré tout, le travail pour les rendre accessibles est plus ou moins important, suivant la façon dont le texte et la copie va être préparée en amont. Pourtant, nous avons des outils extraordinaires pour ces travaux de préparation. Depuis les années 80, c'est-à-dire à l'aube de l'informatique, de l'ère informatique, il a été possible d'éditer du texte avec des traitements de texte. Ces traitements de texte sont devenus extrêmement puissants et ont permis de rendre numérique toute la chaîne d'édition. Il y a très peu de textes qui sont maintenant fournis par leurs auteurs sous forme de manuscrits, et cela donne la possibilité donc de travailler avec ces outils sur toute la chaîne. Mais en même temps, c'est presque ce qui est arrivé de plus extraordinaire
pour l'accessibilité et de pire. Le plus extraordinaire, c'est que le moindre caractère que l'on saisit dans un traitement de texte est un code. Ce code, il est maintenant dans une norme internationale qui s'appelle Unicode. Il a donc une unicité. Il peut être reconnu par n'importe quel logiciel comme étant ce caractère précis de telle langue, de telle écriture. Et donc, il peut être aussi rendu de façon audio par les logiciels qui savent reconnaître ce caractère. Donc, c'est le mieux parce que ça va nous permettre de travailler vers l'accessibilité dans toute la chaîne. Ce n'est pas été possible avec des écrits sur du papier. Mais c'est aussi le pire, parce que les traitements de texte, quand ils sont mal utilisés, et ils peuvent l'être, arrivent à produire des contenus qui se présentent parfaitement sur le papier, qui peuvent être des succès de lecture, des livres numériques et d'une très grande qualité, des livres qui ont beaucoup de succès, d'une très grande qualité d'écriture. Néanmoins, les mauvaises pratiques vont faire que ce fichier numérique que nous devons produire à partir des livres papier va être très difficile à mettre au point. Parce que les mauvaises pratiques vont fournir des informations non structurées, non navigables, non sémantiques. Donc ça peut être aussi le pire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à la question de comment on fait en sorte que ces bonnes pratiques soient mises en œuvre grâce à ces outils. Pourtant, ces outils disposent de tout ce qu'il faut, je l'ai déjà dit, j'insiste, les traitements de texte disposent depuis très longtemps de tout ce qu'il faut pour séparer le contenu et la présentation, pour tout ce qu'il faut pour structurer le texte dans une hiérarchie de titres, pour donner du sémantique, donc du sens aux différentes informations qu'ils contiennent. Ils permettent aussi la navigation, ces traitements de texte, pour aller d'un point à un autre, grâce à des liens, grâce à des tables des matières dynamiques. Ils permettent aussi très facilement de définir dans quelle langue on écrit. Est-ce qu'on écrit ce texte en français ou en anglais ? Ils donnent même des outils pour créer de façon sémantique des mathématiques, des formules mathématiques. Nous allons voir très rapidement dans les slides suivantes comment ces bonnes pratiques sont possibles, disponibles dans les fonctions de ces traitements de texte que tout le monde utilise au quotidien. Je me suis inspiré pour cette présentation du travail de l'organisation Benetech, et vous avez un lien que vous pourrez suivre à l'occasion, sur les 9 points essentiels, les 9 recommandations que Benetech a édictées pour exprimer la simplicité, les choses simples à faire pour rendre accessibles des contenus numériques. La première recommandation qui est frappante, puisque moi j'ai également donné beaucoup de cours et de formations dans ma vie professionnelle dans le cadre de l'informatique éditoriale, c'est d'abord de séparer le contenu de la présentation. Prenons un exemple concret. Dans un texte, vous devez citer une œuvre d'un auteur célèbre, et vous devez mettre en évidence qu'il s'agit d'un titre d'œuvre. À la recherche du temps perdu, vous n'allez pas l'écrire de façon simple, vous allez mettre en italique. C'est comme ça qu'on prépare une copie habituellement. Cette mise en italique, en fait, c'est pour donner du sens à cette expression, à la recherche du temps perdu. C'est un titre d'œuvre. OK. Mais la technique typographique qu'on peut utiliser par le rendu du traitement de texte peut être juste de passer en italique. Mais passer en italique ne veut rien dire. La présentation ne veut rien dire en elle-même. Elle est basée sur le sens, ou plutôt elle donne du sens à cette expression qui est dans le texte. La typographie italique révèle le sens, mais n'est pas le sens lui-même. Et du coup, si on arrive à faire autre chose que simplement de la présentation, mais associer à cette présentation le sens, à le rendre explicite dans le contenu, alors on arrive à quelque chose qui est interopérable, qui est accessible, parce que la nature d'information peut être transportée.
Et on a tout ce qu'il faut dans les traitements de texte. On appelle ça les styles caractères. Et on peut donner un style caractère, un nom à ce style caractère en disant c'est un nom d'œuvre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on aura non seulement la présentation sur le papier, mais on aura aussi pour toute la chaîne de traitement de l'information vers l'accessibilité numérique du livre, une information pertinente et pleine de sens. Autre point important, la hiérarchie de documents, c'est-à-dire tout ce qui l'organise en chapitres, sections et sous-sections. Tout cela est pleinement possible dans les traitements de texte aujourd'hui. Elle peut être visualisée, cette hiérarchie, par les niveaux de hiérarchisation de titres et de sous-titres. Et tous les traitements de texte ont un mode plan qui permet de visualiser sa hiérarchie de façon à être tout à fait cohérent et propre. Donner du sens au contenu, ça va encore plus loin, puisqu'il s'agit carrément de nommer chaque parcelle d'information, chaque expression, chaque paragraphe. Dans l'information, lorsqu'elle est, par exemple, en gras centré, si ce paragraphe est en gras centré, c'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est que c'est un sous-titre ou un titre de chapitre. On a tout ce qu'il faut dans le traitement de texte grâce au style de paragraphe, au style de caractère, encore une fois, en les nommant pour dire, voilà, ça c'est le titre du chapitre. C'est à cet endroit-là qu'il faut utiliser ces technologies disponibles, ces fonctions sont là depuis très longtemps, quitte à même utiliser ces technologies avec des présentations symboliques. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, dans votre travail d'édition pour les équipes éditoriales, une présentation gras centrée, mais pourquoi pas une autre présentation, rouge ou sur un fond de couleur ou toute autre chose qui soit plus accessible encore, pour bien indiquer le sens de l'information. Le sens de l'information doit être indiqué de façon très précise pour ceux qui travaillent sur le texte, beaucoup plus que simplement parce que ça doit se rendre au moment où je travaille sur le texte exactement comme ce sera imprimé. La table des matières est un des points essentiels de la navigation et c'est un des points essentiels pour l'accessibilité. Mais là, je dois encore dire qu'une table des matières, ce n'est pas un document Word, ce n'est pas une partie du document, ce n'est pas un endroit où on saisit des paragraphes qui sont les titres du chapitre et où on portera à la main, à la fin, lorsque le livre sera complètement mis en page, les numéros de page. Or, je suis obligé de dire que malheureusement, je constate encore trop souvent cela dans nos équipes éditoriales. C'est la façon de travailler manuellement, quotidiennement, et on n'utilise pas les fonctions qui rendent la table des matières extractible automatiquement. Pourtant, c'est disponible depuis très nombreuses années. À partir du moment où on maîtrise ces outils et on sait que l'on peut extraire une table des matières par la hiérarchisation des titres, alors on n'a plus besoin de ressaisir et de faire de cette table des matières une partie du document. C'est encore plus vrai pour les index. Les index sont plus rares dans les documents. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de documents de non-fiction, des essais, il y a souvent des index. Prenez un ouvrage, par exemple, d'histoire de la musique, vous allez avoir un index sur les noms d'œuvres musicales citées, sur les noms de musiciens cités. Cette extraction d'index, ce n'est pas un document que je vais saisir à côté en disant je vais saisir le nom des musiciens et puis je dirai à la fin dans quelle page il se trouve. L'index n'a pas d'existence, il n'a d'existence que parce qu'à un moment donné, je vais le mettre en évidence, je vais mettre en évidence l'ensemble des endroits du texte où se situent les marques d'index que j'ai posées au fil de l'eau et je vais extraire ces marques d'index et les trier alphabétiquement. Donc, encore une fois, l'accessibilité est rendue disponible parce que c'est au fil de l'eau que l'on a des marques qui permettront ensuite de poser tous les liens qui vont bien pour le fonctionnement dans les livres numériques. Encore une chose extrêmement évidente, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand on écrit un texte, dans un traitement de texte, on l'écrit dans une langue, même si on ne le sait pas. On l'écrit par défaut, si on est dans un traitement de texte qu'on a ouvert sur une installation en français, on écrit en français. Néanmoins, il y a une langue sous-jacente. Et cette langue, elle est là et on peut même la faire varier. On peut changer les paragraphes en d'autres langues. Si on a un ouvrage, par exemple, pour l'apprentissage d'une autre langue, l'anglais et le français, on va pouvoir marquer en anglais les paragraphes en anglais et laisser en français les paragraphes en français. Or, c'est un des points fondamentaux de l'accessibilité. Si on veut avoir un outil qui prononce correctement le texte,
par un outil de lecture du texte, autant qu'il ait le bon accent, la bonne intonation sur le texte dans la langue dans laquelle il est écrit. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient lorsqu'on met en œuvre ces outils d'édition. C'est assez facile de le voir, puisque à partir du moment où on va faire un tout petit peu de traitement de texte, on va avoir le correcteur orthographique qui va se mettre en route, et si on n'est pas dans la bonne langue, on va avoir des choses bizarres. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être le plus explicite possible. Enfin, les outils mathématiques, les objets mathématiques, les formules mathématiques sont des objets pleins de sens. Ce ne sont pas simplement des signes avec des chiffres, des plus, des moins. Il y a un sens très important. Ce sens doit être explicite dans le document. Or, il y a des outils de traitement de texte tous les outils de traitement de texte ont des éditeurs d'équations qui permettent aussi d'exporter ces équations en MathML. Donc, on a tous les éléments pour pouvoir rendre accessibles ces équations ensuite dans les livres numériques. Il faut les mettre en œuvre. J'ai l'air de dépeindre une situation assez négative. Néanmoins, rassurez-vous, il y a quand même eu un certain nombre de process mis en place. En particulier, nous, chez Hachette Livre, on a mis en place depuis le début des années 2000, donc depuis plus de 10 ans, un principe de structuration des contenus qui se situe surtout sur tous les ouvrages textes. Je ne parle pas d'ouvrages très mis en page, très sophistiqués en mise en page, que ce soit des ouvrages d'éducation, qui sont très importants, je sais, pour l'accessibilité, ou des ouvrages type livre de cuisine. Là, je parle de tous les ouvrages textes, c'est-à-dire les romans, bien sûr, mais pas seulement, les ouvrages de supérieurs, les ouvrages, les guides pratiques, qui sont vraiment pilotés par le texte. Dans ces cas-là, on a une possibilité de voir ce qu'on va pouvoir appeler un XML first, c'est-à-dire une mise en place d'une structuration au cœur même de l'outil de composition. La mise en page se fait par des automates qui s'appuient sur des balises, ces balises étant un vocabulaire précis qui est un vocabulaire de type livre, c'est-à-dire on a chapitre, titre de chapitre, numéro de chapitre, paragraphe, section, etc., etc. Ce balisage décrit d'une façon sémantique la structure du livre, et en s'appuyant sur ces outils-là, on peut mettre en place des processus de composition qui vont produire à la fois, bien sûr, des livres imprimés, donc du PDF pour aller vers l'imprimeur, mais aussi un fichier XML sémantique qui va pouvoir être archivé dans nos systèmes. Mais avant d'être archivé, il va être contrôlé. Donc on va aussi avoir un contrôle qualité qui va permettre d'expliciter que toutes les balises utilisées sont les bonnes balises et représentent bien les informations de structure du document, mais également qu'elles sont utilisées à bon escient. Et j'assiste aussi sur ce point, puisque dans ce process que nous avons mis en place depuis maintenant plus de 10 ans, nous avons demandé dès l'origine, même si on ne parlait pas encore beaucoup d'e-accessibilité à l'époque, de préserver les ruptures de page. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du fichier XML restitué, à l'endroit où on change de page, il y a une petite balise qui dit c'est là qu'on passe de la page 12 à la page 13, de la page 13 à la page 14. Ces ruptures de page, ça fait partie d'un des points que Benetech a identifié comme étant indispensable pour aller vers l'accessibilité. L'ensemble de ces process, grâce à XML aussi, sont basés sur la norme Unicode, donc ce qui permet d'avoir toutes les langues de tous les pays, toutes les écritures correctement codées, et permettent en fin de course, lorsque le PDF est envoyé à l'imprimeur et que l'XML est restitué, contrôlé et validé, d'obtenir par un travail de conversion sémantique, un e-book, particulièrement dans la norme EPUB, qui contient toute l'accessibilité possible. Sur ces ruptures de page, c'est quelque chose que nous avons vraiment voulu dès le départ. Lorsque nous avons lancé des appels d'offres de composition au début des années 2000, il était indispensable pour pouvoir soumettre à ces appels d'offres d'être capable de restituer cet XML avec les ruptures de page. Maintenant, vous savez que ces pages, même si ce sont les pages papier et même si on est dans des EPUB reflowable, c'est-à-dire qui s'adaptent à la taille de l'écran, dans lequel on peut changer la police, on peut changer la taille des caractères, eh bien ces pages, sur la plupart des logiciels qui lisent les EPUB, peuvent être matérialisées. On peut avoir une possibilité de dire « je suis à telle page du papier ». Même si c'est une autre page présentée à l'écran du fait de la taille des caractères, de l'orientation de l'écran, etc., je sais où je suis par rapport au papier.
Et ça, c'est très important. Il faut savoir que c'est fait partie de la norme EPUB, que c'est possible dans les outils de navigation de la norme EPUB et que c'est de plus en plus déployé dans les logiciels de lecture. Alors, avec tous ces outils disponibles, toutes ces fonctions extraordinaires, comment se fait-il que nous ayons encore des soucis pour faire des livres numériques accessibles? Nous en avons encore. Nous faisons un travail considérable pour qu'ils soient accessibles. Mais parce que malgré des années de formation, j'ai moi-même donné beaucoup de cours pendant de nombreuses années sur tous les avantages de la séparation entre la présentation et le contenu, sur l'intérêt et la nécessité de structurer, de hiérarchiser son contenu. Malgré tout, il semble que ça ne se soit pas propagé. J'ai donné des cours sur les fonctions avancées de Word, sur l'utilisation des styles pour faire de l'information sémantique, sur tous les avantages d'XML. Malgré tout, ça ne s'est pas propagé dans toutes les équipes. Et lorsqu'il y a des nouveaux arrivants, on recommence à faire les mêmes anomalies, les mêmes choses qui sont manuelles pour les extractions de table des matières, par exemple. Alors, en conclusion de cette présentation, je ferai un appel très clair sur la formation pour que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les cursus de formation initiale ou continue puissent mettre en œuvre cette évidence que je viens de vous livrer, qu'il y a un rapport direct entre les bonnes pratiques de l'informatique éditoriale, ce pourquoi je me bats depuis 20 ans que je suis dans l'édition, et les bonnes pratiques pour l'accessibilité numérique. Il y a les 3/4 des points mis en évidence par le document Benetech sont liés directement à ces bonnes pratiques d'informatique éditoriale que je développais, pour lesquelles je me battais déjà pour la réutilisation. L'idée, c'était d'être capable de réutiliser les contenus avec intelligence. Par exemple, dans les XML que l'on faisait avec les livres textes, bien sûr, cet XML restitué ne contenait pas de table des matières. La table des matières, elle était virtuellement disponible à tout moment par l'extraction des titres. Donc cette vision d'une formation qui devrait, et si maintenant je devais faire un cours, je ne m'en ai plus fait depuis quelques temps, mais si je devais maintenant faire un cours sur les fonctions avancées de Word, ma première démarche serait de mettre les gens en situation de difficulté, en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'il s'agirait de mettre au cœur de la démarche pédagogique de cette formation quelque chose qui soit complètement inverse. Non plus qu'on apprenne sur comment on fait une extraction de table des matières, comment on fait une extraction d'index, comment on fait pour nommer des styles, mais pourquoi on le fait. Parce qu'en ayant expérimenté dans une situation de recherche, une situation problème, comme disent les pédagogues, que je n'y arrive pas à accéder à mon contenu parce que ça n'a pas été conçu de cette façon par ces bonnes pratiques, alors je pourrais mettre en place une formation qui sensibiliserait les stagiaires, les étudiants aux problèmes et permettrait ainsi de construire des savoir-faire, des compétences qui bénéficieraient à tous, à toutes les stratégies. La stratégie e-accessibilité, mais la stratégie papier aussi. Parce que c'est quand même plus efficace quand on a des tables des matières dynamiques. Et ça permettrait aussi de remplir l'objectif que je poursuis depuis longtemps de la numérisation, c'est-à-dire la possibilité de rendre disponibles les contenus sur tous les supports. Et enfin, ça donnerait encore plus facilement et d'une façon assez systématique, même dans les cas de mise en page complexe, parce que ce que je viens de dire ne s'adresse pas simplement aux romans, ça s'adresse aussi aux ouvrages de scolaires qui sont plus compliqués dans mise en page. Néanmoins, il est toujours important de nommer l'information. Donc ça bénéficierait aussi, cette inversion d'une révolution de la pédagogie dans la formation bénéficierait aussi à l'accessibilité numérique. Merci.